Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir pour la 5e fois dans le studio de l'émission Élection 2012, réalisée par le Centre de formation des journalistes, le CFJ, en partenariat avec YouTube et l'agence France Presse. Jean-Pierre Chevènement sera notre invité dans un instant. Il s'apprête à arriver, mais je laisse le soin aux intervieweurs qui sont plus bas de vous le présenter. En attendant, je vous présente, moi, ceux qui collaborent à l'émission et sans qui elle ne pourrait pas être réalisée. Au premier chef, Mehdi Zerrouni, le réalisateur, aux commandes de la régie. À côté de lui, le chef d'édition aujourd'hui est un élève de première année, Mathieu Moulin. De l'autre côté de la rotonde, je vous présente les vérificateurs qui s'adonnent au fact-checking, à la vérification de faits sur les arguments factuels du candidat de tous nos invités. Et puis plus bas, en attendant Jean-Pierre Chevènement, tout le monde est en train de s'affairer. Je vous présente d'abord les 3 intervieweurs, les 3 élèves, Claire Tesson, Frédéric Roulier et Guillaume Dodin. L'émission ne pourrait pas non plus être réalisée sans l'intervention de Wahib Chan, responsable de l'informatique, Daniel Maillot, responsable des Lumières, Majid Diaou, en charge des services généraux, Christelle Alexandre, qui s'occupe de la coordination et de la communication de l'émission, et Pierre-Marie Descamps, le directeur des études adjoints du CFJ. Qu'ils soient tous remerciés, que soient remerciés aussi tous ceux que je n'ai pas pu citer, élèves ou collaborateurs du CFJ. Grâce à eux, cette expérience originale sur le web est un franc succès. C'est aussi grâce à vous, internautes, qui avez eu la curiosité de nous rendre visite dans la rotonde du CFJ. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Bienvenue à l'émission Élection 2012 en partenariat avec l'AFP, YouTube et Twitter. Je vous rappelle le principe de l'émission que vous connaissez peut-être. Des internautes ont posté sur YouTube des questions écrites et vidéo et c'est sur la base de ces questions que nous allons vous interroger. Alors la spécificité de notre émission, ce sont les vérificateurs qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes. Ils sont là pour s'assurer de la précision et de l'exactitude des propos tenus durant cette émission. Alors avant d'aborder les différents thèmes de cette émission, j'aimerais vous poser une question d'actualité. Aujourd'hui s'est ouvert le sommet social à l'Élysée où Nicolas Sarkozy a reçu les partenaires sociaux. Alors vous, Jean-Pierre Chevènement, concrètement, si vous deviez prendre une mesure applicable dès aujourd'hui pour améliorer la situation sociale du pays, quelle serait-elle ? Je pense qu'il faut revoir complètement le système de formation professionnelle des chômeurs et remettre l'État au cœur de ce système en liaison avec les entreprises, de façon à ce qu'on puisse éviter la mise au chômage de travailleurs considérés comme étant surnombres. Concrètement, quelle serait cette mesure ? C'est une réorganisation d'ensemble du dispositif, fondée à la fois sur la responsabilité de l'État et sur celle des entreprises. Alors, avant de parler économie, un thème qui a mobilisé les internautes, ils ont posé beaucoup de questions sur la crise économique. On va parler du premier thème, ça va être le thème politique. La première question est une question peut-être qui fâche, c'est une question de Gérard. Gérard vous dit « Bravo, grâce à votre inconscience, vous allez faire perdre la gauche en favorisant Marine Le Pen. » Il vous demande « Cela ne vous rappelle rien ?» Non, j'écarte, si vous voulez, cet argument polémique qui a pour but de me faire taire. Il est évident qu'en 2002, j'ai dit des choses qui étaient tout à fait en avance sur la situation qui s'est manifestée à partir de 2008-2009. Hein, j'ai parlé de la prépondérance des marchés financiers, j'ai critiqué la théorie de l'acquisition de la valeur par l'actionnaire, j'ai demandé le redressement de la construction européenne, l'élargissement des missions de la Banque centrale, le lancement d'une grande politique industrielle et beaucoup d'autres choses encore qui étaient en avance. Si on peut me faire un reproche, c'est, je dirais, d'avoir eu des positions à bien des égards prémonitoires dont d'autres qui s'exonèrent trop facilement de leurs responsabilités auraient pu s'inspirer. Qui ça ? Ben, vous voyez bien de qui je parle. C'est celui qui se plaint de ma candidature à l'époque. Je pense que rien ne l'empêchait de faire preuve d'un peu d'imagination. Hein, et certainement, il y aurait eu plus de 11% des ouvriers pour voter pour lui. Toujours dans la même veine, Monsieur Chevènement, une question vidéo de Benjamin que je vous propose de regarder. Chevènement, bonjour. Je voulais vous demander si, compte tenu de votre âge, vous comptez aller au bout de votre candidature ou si c'est juste une candidature pour le moment pour négocier éventuellement des mandats ou des avantages au cas où la gauche gagnerait les élections. Voilà, merci beaucoup. Si je me suis porté candidat, ce n'est pas pour négocier les avantages. Il n'y avait que des coups à prendre
Et je l'ai fait par patriotisme, parce que j'ai eu le sentiment que la France entrait dans une passe extrêmement dangereuse, et que ce que j'avais dit depuis 20 ans, au moment de la conclusion du traité de Maastricht, allait malheureusement se vérifier. C'est-à-dire que la crise de la monnaie unique allait se précipiter. Et je ne sais pas aujourd'hui comment nous allons en sortir. Mais j'ai des idées, j'ai défini 2 plans, un plan A et un plan B, pour que la France se sorte de cette passe extrêmement difficile à moindre frais. Donc, si je me suis porté candidat, c'est, je dirais, dans une visée essentiellement pédagogique, comme je l'ai dit, pour faire bouger les lignes. Et alors, vous en êtes où de la collecte de vos signatures, Je suis un peu au-dessus de la moitié des parrainages qui me seraient nécessaires. Donc au-dessus de 250 ? Oui, oui, nettement au-dessus. Alors, question suivante, elle vous est posée par Alexandre, qui vient de Paris. Il vous interpelle sur le front de gauche et vous demande pourquoi vous ne rejoignez pas ce parti, ce grand rassemblement populaire, dit-il, qui milite pour des idées proches des vôtres. Vous savez, j'ai été à l'origine d'une alliance avec le Parti communiste, puisque j'étais un des négociateurs du programme commun en 1972, à l'époque où le Parti communiste faisait 22% des voix. Aujourd'hui, son score est sensiblement plus faible. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, dont j'observe avec intérêt le parcours, et qui s'est bonifié depuis le traité de Maastricht, qui a pris des positions qui, à certains égards, se rapprochent, dans une certaine mesure, des miennes, n'a pas une stratégie de rassemblement, comme celle qui, seule, pourrait aujourd'hui offrir à notre pays une perspective de vrai redressement. Il s'appuie sur un petit parti communiste. Bon, sa position sur maints sujets me convient, mais sur maints sujets ne me convient pas non plus. Et je crois qu'il faudrait s'appuyer sur la souveraineté nationale, c'est-à-dire sur le peuple français tout entier, pour je dirais, surmonter les récifs, pour surmonter les défis, pour relever les défis qui sont à l'horizon. Alors justement, vous parlez de la souveraineté nationale, c'est un thème qui vous est cher, un thème qui est également cher au Front National de Marine Le Pen. D'ailleurs, plusieurs de vos collaborateurs, dont le cofondateur de votre mouvement, Bertrand Dutheil de la Rochère, ont rejoint les rangs du FN. Et puis même Marine Le Pen a elle-même, quand on lui demande avec qui elle serait prête à gouverner, elle a cité spontanément votre nom. Alors, est-ce que finalement, idéologiquement, vous êtes si éloigné que ça du FN et de Marine Le Pen? Non, mais je récuse totalement ce rapprochement. D'abord, le fameux cofondateur dont vous parlez ne l'était nullement. Il était un ancien... Il y a également Florian Philippot et Paul Mais non, non, celui-là, je ne l'ai jamais rencontré. Il n'a jamais fait partie des rangs ni du CRS, ni du MDC, ni du MRC. Paul-Marie Couteau venait de chez Pasqua, il a rejoint Villiers. Il m'a soutenu occasionnellement en 2002. Je ne peux quand même pas rendre compte de tous ceux qui m'ont soutenu, qui étaient, je vous le rappelle, plus de 1,5 million. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne contrôle pas les âmes et les consciences. Je ne suis pas le gendarme. Sur la position idéologique. Alors, sur la position idéologique, la souveraineté nationale, c'est quand même Rousseau. C'est la Révolution française. C'est l'envers de la démocratie. Si le peuple n'est pas souverain, où est la souveraineté? Chaque citoyen est une parcelle du souverain. Donc, le général de Gaulle a dit ça dans une très belle formule. La souveraineté nationale et la démocratie sont l'avers et l'envers de la même médaille. Donc c'est une théorie qui est professée par tous les grands professeurs de droit républicains. Si vous prenez Duguid, Karine Malberg, Burdeau, qui ont été mes maîtres, c'est, je dirais, le fondement même de la République. Alors que Marine Le Pen fasse du copier-coller, essaye de reprendre des idées qui souvent pourraient paraître extraites des propos que j'ai tenus en 2002, ou encore aujourd'hui, c'est une chose, mais quel est l'itinéraire du Front National? Quelle est sa nature? Il a prospéré depuis plus de 30 ans sur la xénophobie, le rejet de l'immigration. Ce n'est pas du tout ma position. Moi, j'ai une position équilibrée, humaine, mais ferme sur ces questions. Mais je suis un homme ouvert, je suis un républicain, je suis président d'une association qui s'appelle France-Algérie. Je ne me reconnais absolument pas dans les thèses du Front National sur ce sujet. Et je pense que si celui-ci devait venir au pouvoir, ou même s'en rapprocher, ce serait une catastrophe pour la France, pour l'image de la France. Non seulement au Sud, mais dans le monde entier. Donc je ne le souhaite pas. Et je combats par conséquent Madame Le Pen.
D'accord, Monsieur Chevènement. On va parler institutions. Dans plusieurs projets de partis de gauche, il y a l'idée de changer les institutions de la Ve République. Europe Écologie, par exemple, propose une 6e République. Arnaud Montebourg aussi l'a proposé. Johan vous demande si la Constitution française, dans son état actuel, vous convient. Je ne suis pas parmi ceux qui demandent une 6e République, car j'ai connu la 4e République, le régime d'Assemblée. Je sais ce qu'il signifiait, je l'ai éprouvé moi-même dans les Djebel, quand j'étais appelé du contingent dans les années 60. Je pense que la Ve République fixe clairement les responsabilités. Personne ne pourra revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que, quels que soient les défauts de cette élection, les Français y sont attachés, ils ont l'impression qu'à ce moment-là, ils ont, à tort ou à raison, une capacité à pouvoir peser sur leur destin. Donc, on peut dire que la Ve République vous convient non, mais j'ajoute que le programme commun et l'Union de la gauche ont débouché finalement sur la pérennisation de la Ve République. Quand François Mitterrand est venu au pouvoir en 1981, il s'est appuyé sur la Ve République. Il ne l'a pas remise en cause. Je sais bien qu'il ajoutait, en souriant, ces institutions mauvaises avant moi le redeviendront après moi. Enfin, il a quand même été président de la République pendant 14 ans. Nous allons passer au thème suivant, l'économie. Avec cette première question de Guillaume, une question qui a été plébiscitée, il vous demande si vous remettrez en place un dispositif d'emploi jeune tel que Lionel Jospin avait mis en place quand il était Premier ministre. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser les modalités de ce plan ? Oui, mais écoutez, je pense que c'était une bonne idée, qu'elle a permis de mettre le pied à l'étrier à beaucoup de jeunes. Je prends par exemple dans la police, puisque j'étais ministre de l'Intérieur, beaucoup de jeunes adjoints de sécurité sont devenus gardiens de la paix. Ils ont naturellement passé les concours, mais il y avait une préparation pour les aider à préparer ce concours. Et je constate que la police française est davantage aujourd'hui à l'image de la population, ce que je souhaitais sans avoir introduit aucun système de quotas. Ce qui n'est pas dans l'esprit républicain. Donc, je pense que ces emplois jeunes sont nécessaires. Évidemment, ça coûte de l'argent. À ce moment-là, il faut revenir à l'équation économique globale et on doit se poser la question de savoir s'il est normal que la France accepte de voir que sa compétitivité est diminuée de 15 points par rapport à celle de l'Allemagne depuis l'an 2000, sans remettre d'une certaine manière les compteurs à zéro. Ça, c'est le problème de fond. C'est le problème d'une monnaie tout à fait surévaluée qui nous empêche de nous rapprocher du plein emploi, ce qui devrait être quand même l'objectif. Et alors, quelle est la différence avec les 300 000 emplois d'avenir de François Hollande ? Ça, c'est dans le programme du Parti socialiste. Je ne crois pas que François Hollande reprenne beaucoup cette idée, malheureusement, à certains égards, car, encore une fois... On n'a pas encore le programme de François Hollande, donc on ne sait pas encore. Voilà, on le saura le 22 ou 23, je ne sais plus, janvier, dimanche, voilà. Ah, justement, sur le même thème de l'emploi, Clément de Dieppe vous demande quelles mesures vous comptez prendre pour faire baisser le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter. Si j'ai été candidat, c'est pour fixer 4 paires dans l'esprit des Français, non seulement des autres candidats, mais des citoyens. Il nous faut une monnaie moins chère. L'euro écrase notre compétitivité, nous empêche d'exporter, favorise les délocalisations. On ne peut pas parler de réindustrialisation du pays si, en même temps, on ne modifie pas la parité de l'euro ou de la monnaie qui sera la nôtre demain par rapport au dollar. Je rappelle que nous étions tombés à un moment à 80 centimes. Nous sommes aujourd'hui à 1,30, à peu de choses près. Nous avons été à 1,60. Eh bien, naturellement, ce cours de la monnaie est asphyxiant pour notre économie. On va venir à ces sujets plus européens, M. Chevènement, mais est-ce qu'il y a des dispositions au niveau de la France qu'on pourrait déjà prendre sur le chômage pour le faire diminuer ? Ne serait-ce que... alors, il y a cette position, mais si elle était affirmée publiquement avec plus de force, elle aurait certainement un effet sur le taux de change. Il est évident que les statuts de la Banque centrale devaient être réformés. En même temps, rien n'empêcherait en effet, et tout commanderait au contraire, de reconstituer un vrai ministère de l'industrie que M. Madeleine a détruit en 1987, de mener une politique en direction des petites et moyennes entreprises industrielles avec ce qu'on appelle un Small Business Act, c'est-à-dire qu'il faut leur donner la possibilité d'accéder au marché public. Il faut responsabiliser les grands groupes que nous avons aidés à se constituer à l'échelle mondiale. Nous en avons 12 sur les 200 premiers, 18 pardon, plus que les Allemands qui en ont 11 ou 12.
Donc nous avons tout sacrifié au CAC 40 et il faudrait que ces grandes entreprises renvoient l'ascenseur, favorisent le développement de filières industrielles sur le territoire français. Mais elles ne le feront que si la monnaie française n'est pas aussi surévaluée qu'elle l'est aujourd'hui. Justement, vous rendez un peu responsable de ce taux de chômage aussi élevé, la surévaluation de l'euro, l'ouverture trop grande des frontières. Alors concrètement, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut fermer les frontières? Mais vous savez, nos frontières, le taux de moyen des tarifs douaniers était de 14 points en 1992, à la veille de la signature des accords de l'OMC. Aujourd'hui, c'est moins de 1. Donc nous n'avons plus de protection. Le tarif extérieur commun, qui existait en vertu du traité de marché commun, en 1957-58, il a disparu. Nous n'avons plus de protection. La seule protection efficace, rapide, c'est la protection monétaire, c'est-à-dire une monnaie moins surévaluée par rapport au dollar et au yuan qui lui est rattaché, et à toutes les monnaies qui sont rattachées au dollar. C'est la seule peut permettre de faire souffler la brise de la croissance sur l'Europe, dont je trouve scandaleux que ce soit la seule zone à l'échelle mondiale qui n'ait aucune croissance zéro, alors que même les États-Unis ont une croissance plus de 5, alors que leurs déficits et leurs dettes sont supérieurs aux nôtres. Je ne parle pas de la Chine et de l'Inde qui sont à 8, 9, 10. Est-ce qu'il faudrait fermer les frontières ou alors on ne touche pas au système tel qu'il est actuellement? Ça ne peut se faire intelligemment que s'il y a des dispositions à l'échelle européenne. Je n'exclus pas qu'il puisse y avoir des dispositions nationales, des taxes spécifiques sur tel cas de dumping absolument évident. Mais il faut se méfier des mesures de rétorsion. Nous sommes aujourd'hui un pays qui exporte aussi. Nous exportons malheureusement beaucoup moins que nous n'importons, 75 milliards de différence, un déficit préoccupant. Mais voilà, l'économie mondiale, elle est ainsi faite qu'on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut. Par contre, l'action sur la variable monétaire est immédiatement efficace car elle incite les entreprises à regrouper une plus grande part de la chaîne de valeur à l'intérieur de chaque produit sur le territoire national. Alors on passe à la question suivante. Monsieur Chevènement, la dégradation de la note par Standard & Poor's inquiète les Français. C'est ce que nous montre la vidéo de Françoise sur la perte du AAA que je vous invite à regarder. Monsieur Chevènement, bonsoir. Est-ce que vous pensez que dans 3 mois, nous allons être dégradés une nouvelle fois, c'est-à-dire perdre notre second et il va nous en rester plus qu'un? Voilà. Merci Monsieur Chevènement de votre réponse. Alors on précise que Françoise parle des A parce que je pas oui, elle parle des A, j'ai bien compris. Elle ne parle pas du quadruple E qui est dans mon nom. Elle parle du triple A qui n'existe plus pour la France, mais qui n'existe plus non plus pour l'Autriche, et plus grave encore, pour le Fonds européen de stabilité financière. Car le système de l'euro a une sorte de pompe à incendie, si je puis dire, qu'on appelle le FESF, le Fonds européen de stabilité financière. Celui-ci est chichement doté. Il a en principe 440 milliards. En fait, il ne les a pas, parce que les pays qui empruntent plus cher ne peuvent pas y contribuer. Par exemple, l'Italie, qui emprunte à 7% à 10 ans, aujourd'hui ne peut plus verser sa quote-part au Fonds européen de stabilité financière. Il y avait 2 contributeurs notables, l'Allemagne et la France. Si la France voit ses taux d'emprunt s'envoler au-dessus de 4%, c'est évident qu'elle ne pourra plus contribuer. Donc l'Allemagne va-t-elle soutenir toute seule ce système à la dérive? Va-t-elle continuer à chercher à remplir ce tonneau des Danaïdes qu'est la monnaie unique? On est dans un système qui, je vous le fais observer, repose sur une erreur initiale fondamentale. On a voulu juxtaposer des économies très hétérogènes, certaines très industrielles et exportatrices, d'autres sous-industrialisées, déficitaires, et naturellement l'écart s'est creusé comme toujours dans les unions monétaires. Vous voyez l'unité monétaire italienne au XIXe siècle, l'union monétaire allemande au XXe siècle, toujours cet écart se creuse. Et l'écart s'est creusé dans des proportions abyssales. Ce qui est la cause de la crise, c'est moins la dette que les déficits commerciaux de tous les pays européens, sauf l'Allemagne, qui a un excédent de 200 milliards. Monsieur Chevènement, justement, en parlant de la dette, il y a une question de Mathieu à Nantes. Par quels moyens comptez-vous réduire cette dette de la France qui s'élève aujourd'hui à 1 700 milliards d'euros? Mais je considère que, naturellement, nous devons rembourser nos dettes. Mais les États-Unis ont une dette qui était 350% de leur PIB en 1950. Ils l'ont remboursée grâce à la croissance. Et ma thèse est que si on n'organise pas
la croissance au niveau européen, on ne pourra pas résoudre convenablement ce problème de la dette. La politique mise en œuvre par Merkozy, comme on dit, pour contracter les deux chefs d'État, en fait c'est Merkel et M. Sarkozy qui suit comme... bon, vous me comprenez, hein, c'est un junior partner dans l'affaire. Hein. Eh bien, cette politique, elle nous conduit au gouffre, car ce sont des accumulations de plans de rigueur superposés partout qui ne peuvent que creuser la récession, qui ne débouchent que sur une austérité à perpétuité. Donc il faut renverser les termes du problème. Mais est-ce qu'avec un tel déficit, on peut continuer sans penser réduction des dépenses et augmentation des impôts? Ah ben je ne dis pas qu'il ne faut pas réduire la dépense, je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter certains impôts, mais il faut aussi concevoir au niveau européen un plan d'investissement financé sur emprunt européen. Il faut, là où c'est possible, procéder à des relances salariales. Par exemple, en Allemagne, c'est possible, ça se fait trop peu. L'Allemagne a comprimé ses salaires pendant une douzaine d'années. Il serait temps que maintenant, l'Allemagne serve un peu de locomotive. Et puis, je crois que la baisse de la parité de l'euro, encore une fois, une monnaie asphyxiante, est la condition d'une reprise de la croissance en Europe. C'est la solution de nos problèmes. Alors, vous parlez beaucoup de l'Allemagne. Justement, Paul, qui vient de Nancy, vous interpelle à ce sujet. Il vous demande comment vous comptez négocier avec l'Allemagne pour faire en sorte que la France puisse entendre sa voix. On a compris que vous aviez l'impression que Nicolas Sarkozy n'arrivait pas à faire entendre la voix de la France. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment et qu'est-ce que vous feriez pour faire entendre la voix de la France? Je parlerai à l'Allemagne doucement et amicalement. Je lui dirai, votre intérêt n'est pas le naufrage de la zone euro, sur laquelle vous faites plus de 60% de votre excédent commercial. Hein? Rappelez-vous ce que disait Thomas Mann. L'Allemagne est trop grande pour ne pas vouloir dominer l'Europe, mais elle est trop petite pour pouvoir le faire. Donc plutôt qu'une Europe allemande impossible, il nous faut concevoir une Allemagne européenne. Au-delà du fait de chuchoter à l'Allemagne, si j'ai bien compris, qu'est-ce que... Je le chuchoterai aussi à l'oreille de tous les dirigeants politiques. Oui, mais finalement, Verts, etc. Quels moyens vous auriez pour faire infléchir la position de l'Allemagne? Les syndicats, le DGB, Iverdi. Hein. D'abord, je ferai comprendre cela à l'Allemagne et j'essaierai de faire progresser l'idée d'une Europe vraiment européenne, ayant une vraie solidarité de destin dans tous les domaines, y compris en matière de politique extérieure, de politique de défense, de politique énergétique et bien sûr de politique économique et monétaire. C'est ce travail de pédagogie et de conviction qu'il faut faire pour assouplir une psychorigidité allemande excessive, née de certains traumas au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Quand on a créé le Deutsche Mark, on a confisqué 85% des comptes en banque des épargnants allemands. Et ce travail-là dont vous parlez, Nicolas Sarkozy ne le fait pas aujourd'hui. Il ne le fait pas, il ne le dit pas, et il devrait le dire publiquement, encore une fois sur un ton amical, parce que je pense que nous ne devons pas avoir un rapport conflictuel avec l'Allemagne. Notre intérêt géopolitique à long terme est le même. Mais nous pouvons avoir des différences. Par exemple, l'Allemagne pense qu'elle peut faire une politique de cavalier seul, choisir le monde, l'exportation au grand large. Mais malgré tout, ce n'est pas ça qui fait tourner sa machine. Hein. Ou bien alors penser qu'en achetant du gaz à la Russie, elle peut fermer ses réacteurs nucléaires, hein, et puis vendre en contrepartie à la Russie beaucoup de produits industriels fabriqués par Siemens. C'est une vision, mais c'est une vision courte. Donc moi, je ne suis pas du tout choqué que l'Allemagne soit redevenue une nation normale. L'Allemagne était fédéraliste tant qu'elle était divisée. Maintenant qu'elle est réunifiée, elle est redevenue une nation normale. Sa cour constitutionnelle, le tribunal de Karlsruhe, affirme rigoureusement la théorie de la souveraineté nationale et la nécessité du contrôle de toute dépense par le Bundestag. Et moi, j'approuve cette position. Mais ce n'est pas parce que l'Allemagne est redevenue une nation normale qu'elle ne doit pas avoir une vision large de l'intérêt général, le sien et l'intérêt général européen et l'intérêt de l'économie mondiale. Hein. Monsieur Chevènement, reparlons de la France. On a entendu les candidats et même M. Sarkozy en décembre beaucoup parler du slogan « Produire français, acheter français ». Stéphanie de Dijon, c'est une question qui a été plébiscitée aussi, vous demande quel est votre point de vue sur ce slogan et sur cette idée « Produire français, acheter français ».
Il y a soit une certaine hypocrisie, soit une certaine inconscience dans ces propos. Il faut réindustrialiser la France, il faut acheter français, produire français, etc., etc. On les entend tous presque s'exprimer sur ce mode, alors qu'ils ont accepté la dérégulation totale de l'économie française, c'est-à-dire la libération totale des mouvements de capitaux qui peuvent aller partout, y compris dans les paradis fiscaux, 1990. Ils ont accepté la monnaie unique qui aboutit à la catastrophe, parce qu'elle n'était pas pensée. C'est une erreur conceptuelle. C'était 1992. Ils ont accepté l'Organisation mondiale du commerce qui a arasé toute protection. Ils ont fait tous ces choix et aujourd'hui, ils viennent dire il faut réindustrialiser, il faut acheter français, il faut produire français. Mais ils sont coupables de tous ces choix qui font qu'aujourd'hui, la France est un pays désindustrialisé. Ça veut dire qu'ils se réveillent peut-être un peu tard, mais en tout cas, c'est la bonne direction selon vous. Il faut ils ont 20 ans de retard. Moi, je préfère Mélenchon qui s'est réveillé il y a 10 ans, qui avait soutenu Maastricht, mais il s'est réveillé il y a 10 ans. Et beaucoup d'autres se sont peut-être réveillés aujourd'hui, mais se sont-ils vraiment réveillés? Mettent-ils en cause, par exemple, la surévaluation de la monnaie? Je ne les entends pas tellement s'exprimer sur ce thème. Ils ne disent pas comment ils vont faire pour réindustrialiser le pays. Alors, vous avez justement prôné deux politiques pour l'euro, pour changer cette situation. La première, c'est d'abaisser le cours de l'euro face au dollar. Et la deuxième, c'est d'en faire une monnaie commune avec un retour à des monnaies nationales. Si j'ai bien compris, Scaramouche vous demande, de La Réunion, c'est son pseudonyme, il vous demande pourquoi ces deux solutions et on aimerait savoir aussi laquelle a votre préférence. Écoutez, l'euro a évidemment une valeur symbolique. On a cru, avec la monnaie unique, on a cru mettre un terme à des décennies d'affrontements. À vrai dire, l'euro risque de favoriser les affrontements plutôt que de les éviter. Mais compte tenu de cette valeur symbolique et du fait que c'est le système dans lequel nous sommes, que c'est quand même pas très facile de passer d'un système à un autre, j'ai proposé depuis longtemps déjà, depuis le départ, depuis 1992, encore en 2002 et en 2007. Et aujourd'hui, dans un livre que j'ai écrit au début de l'année, La France est-elle finie, j'ai proposé qu'on donne à la Banque centrale le moyen d'intervenir sur le marché de la dette. J'ai même écrit à M. Sarkozy au mois d'août pour lui suggérer de peser dans ce sens, que la Banque centrale puisse avoir une politique de change, qu'elle puisse soutenir la croissance. Et si nous arrivions à convaincre nos amis allemands, y compris sous l'empire de l'urgence, parce que la crise peut se précipiter rapidement. Un défaut grec, voire un défaut italien, ne sont pas à exclure. Et puis la panne du Fonds européen de stabilité financière est probable. Et puis j'ajoute que des faillites bancaires en chaîne seraient intolérables. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez réimprimer des francs? Non, je demande à la Banque centrale, c'est le plan A dont je parle, je demande à la Banque centrale européenne d'intervenir massivement, comme le fait la Federal Reserve Board américaine, qui a 2000 milliards d'effets publics dans son bilan. Donc je demande à la BCE de faire comme toutes les banques centrales à l'échelle du monde, de faire ce que les Américains appellent monetary easing, je crois. Enfin, il y a une expression qui veut dire faire tourner la planche à billets. Mais au lieu de prêter 500 milliards aux banques à 1%, comme ça a été décidé il y a 15 jours, on prête aux États à travers le rachat des titres de dette. Quantitative easing. J'ai eu un trou là. Quantitative easing. Disons que la seule menace de cette politique casserait les reins de la spéculation. Il n'y aurait peut-être même pas besoin de dépenser autant d'argent. Et le plan A? Alors, ce plan A est-il possible? S'il ne l'est pas, et sous l'empire de l'urgence, parce que si des banques en chaîne devaient faire faillite, il faudrait les renflouer. À ce moment-là, toute la politique... à ce moment-là, je pense qu'il faut imaginer le plan B, qui serait de conserver l'euro comme monnaie unique, et non plus comme monnaie commune, et non plus comme monnaie unique, comme monnaie commune, c'est-à-dire comme toit européen commun, panier de monnaie flottant sur les marchés, comme l'euro aujourd'hui, mais avec des monnaies nationales qui ne seraient pas convertibles autrement qu'en euros, ça ne pourrait pas être converti en dollars ou autrement, mais serviraient essentiellement aux transactions internes. Et concrètement, alors si on se rend en voyage en Allemagne, on paye comment? En Deutschmark ou en euros? Eh bien, on paye en Euromark,
hein, on paye en euromarques, étant donné que l'euro devient la monnaie commune vis-à-vis de l'extérieur. Eh bien, l'euromarque et l'euro-franc, on pourrait reconstituer. Cours flottant entre toutes ces monnaies Eh bien, écoutez, ça a été fait, ça s'appelait le SME. Hein. On pourrait le faire dans des bandes de fluctuation négociées, je dis bien négociées. Ça éviterait une explosion de la zone euro. Ça permettrait de garder la cohérence du marché européen et d'éviter des maux aisément prévisibles. Hein. Donc, ce retour à une certaine flexibilité éviterait les plans de rigueur qui ont pour but de faire baisser autoritairement les salaires, les retraites. Et on n'y arrive pas. Ça creuse la récession, le déficit, ça a fait exploser l'endettement, on le voit avec la Grèce, qui est un cas d'école. Donc introduire une flexibilité à l'intérieur du système européen serait un plus et permettrait à la fois, sans doute, que le cours de l'euro baisse un peu, permettrait aussi à des pays comme l'Angleterre, la Suisse, la Pologne d'adhérer à ce système beaucoup plus souple, puisqu'on aurait éradiqué l'erreur de conception initiale qui, à mon avis, frappe la monnaie unique, qui est l'excessive hétérogénéité des pays qu'elle rassemble. Dans les faits, ça sera un retour au système monétaire européen d'avant Maastricht. Ça sera vraiment un système monétaire qui sera similaire en Europe. Ce serait entre les deux, parce que ce qu'on appelait l'écu à l'époque pourrait servir dans les transactions internationales, et même serait la monnaie de transactions internationales, resterait dans les réserves des banques centrales. Donc on aurait un système qui serait un système tel que le SME, mais beaucoup amélioré, avec aussi certaines dispositions destinées à empêcher la spéculation. Je pense qu'il va quand même réintroduire un peu de viscosité dans ce système. Et vous pensez que nos partenaires seraient prêts à nous suivre là-dessus? Dans la catastrophe, vous savez, il faut bien s'adapter. Hein, je dirais que le jour où les gens n'ont plus d'argent, on voit déjà qu'on a du mal à s'adapter en ce moment. Donc. Non, mais le jour où les particuliers n'aurait plus d'argent, on aurait une monnaie qui n'existerait plus. Hein, ce jour-là, il faudrait bien faire quelque chose. Et moi, j'ai un plan élaboré avec un certain nombre d'économistes. J'ai tenu une réunion il y a 2 jours. Hein, il y a un plan qui a donné lieu à des discussions. Nous allons élaborer ce dossier qui aurait dû être élaboré par la Banque de France et par le gouvernement français. Alors peut-être dans le plus grand secret, peut-être l'a-t-il fait. Mais je ne le crois pas. À vous entendre, l'euro semble un peu menacé de disparition. Mais je pense qu'il faut faire une analyse réaliste de la situation. Hein. Ces écarts de compétitivité, ces déficits commerciaux insupportables, cet excédent allemand qui quand même a dépassé les limites, et puis cette volonté de vouloir imposer le modèle allemand aux autres économies européennes, comment peut-on faire que tous les pays soient excédentaires? Ce n'est pas possible. Pour qu'un pays ait un excédent, d'autres doivent avoir un déficit. Mais il faut réduire l'excédent, réduire le déficit, aller vers quelque chose qui soit plus supportable et surtout donner un élan à tout cela, donner des moteurs de croissance à la zone euro, un euro qui, à ce moment-là, serait monnaie commune et non plus monnaie unique. Dans ce cas-là, M. Chevènement, il n'y aura plus seulement votre partenaire allemand à convaincre, mais tous vos partenaires. Il y aura des gouvernements qui seront peut-être opposés à ce changement du système monétaire européen? Je n'en vois guère, à part peut-être les Pays-Bas et la Finlande qui collent à l'Allemagne parce qu'ils ont un excédent. Tous les autres se rallieraient à cette possibilité. Ce serait pain béni. Dernière question avant de clôturer ce thème économie. Elle vous est posée par Maxime de Paris et elle concerne la politique industrielle. Il vous demande quelle politique industrielle permettrait à la France de prendre une place dans des secteurs tels que les nouvelles technologies, par exemple. La France a déjà une place importante dans des technologies comme l'aérospatiale. Notre faiblesse, elle est dans les technologies liées à l'informatique, pas les sociétés de services, nous sommes très bons, mais dans la filière électronique que j'avais voulu lancer quand j'étais ministre de l'Industrie, on n'a pas tellement progressé. Au contraire, le mécanisme des privatisations a fait que des entreprises comme Alcatel ont été démantelées. Hein. C'était l'idée de M. Tchuruk, de l'entreprise sans usine. Hein. Ça, c'est vraiment grave. Hein. Ça vaut le capitaine du Costa Constantia, ça. Concordia. Hein, c'est dramatique. Alors, il reste quand même, à cette époque, une entreprise qui est ST Microelectronics, c'est-à-dire les puces.
où nous sommes encore présents, il faudrait aider ce secteur. Et puis, il faudrait, alors comment? Eh bien, aider les moyennes entreprises à se développer et puis penser la transformation de l'industrie française à partir des technologies du numérique. Parce que c'est dans cette voie-là qu'on peut maintenir un appareil productif compétitif. Et c'est ce qu'ont fait les entreprises comme Michelin, par exemple, qui ont su robotiser une grande partie de leur production. Moi, j'avais inventé un concept qui était la productique. Je crois que cette idée est toujours la bonne idée, et c'est comme cela qu'on pourra réindustrialiser la France. Bien évidemment, il y a des domaines où nous ne sommes pas mauvais. La pharmacie, par exemple, nous sommes également dans une position... Mais il n'y a aucune raison que l'industrie agroalimentaire française ait un excédent maintenant moindre que celui de l'Allemagne ou même des Pays-Bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous parliez tout à l'heure d'une croissance zéro dans la zone euro. Nos vérificateurs nous envoient les chiffres, les données Eurostat du troisième trimestre de 2011 pour la zone euro. Ils nous disent que la croissance était légèrement supérieure à 0,2%. Troisième trimestre. Au troisième trimestre, exactement. Et ils nous citent l'exemple de quelques PIB, comme le Danemark, en récession de 0,8%, mais aussi la Roumanie, plus 1,8%, ou la Grande-Bretagne, plus 0,5%. Hors zone euro, oui. Donc, est-ce que pour vous, être hors de la zone euro est un facteur aussi de croissance supplémentaire? On observe que sur les 10 dernières années, les pays qui étaient hors zone euro ont eu un taux de croissance légèrement supérieur à ceux qui étaient dans la zone euro. C'est-à-dire que l'euro a pesé sur notre compétitivité à cause de sa surévaluation. Si la Grande-Bretagne a une légère croissance, c'est parce qu'elle a laissé tomber la livre. La livre a perdu une partie de sa valeur, de l'ordre de 25% par rapport à l'euro. Et si la Grande-Bretagne avait conservé une structure productive solide, on aurait vu une croissance beaucoup plus forte. Si la croissance britannique n'est pas plus forte, c'est que malheureusement les industries britanniques n'ont pas disparu, mais sont souvent contrôlées par des intérêts étrangers et de toute façon, son tissu industriel s'est rétréci. D'accord. Nous allons passer au troisième thème, c'est le thème monde. Alors, première question de ce thème monde, c'est François qui vous la pose. Il vous parle de l'Union européenne. Il vous demande si on peut encore affirmer sérieusement que l'Union européenne est un système démocratique. Lui dit que l'UE est dirigée par des chefs d'État avec un pouvoir discrétionnaire et qu'on a fait voter 2 fois les peuples qui osent dire non. C'est notamment une référence à l'Irlande au moment du traité de Lisbonne. C'est une référence à l'Irlande, mais aussi à la France. Vous oubliez que le traité de Lisbonne, c'est la reprise de la Constitution européenne que le peuple français avait rejetée à 55%. Ça, c'était une forfaiture. On a voté, dans le cas de la France, la deuxième fois, c'était le Parlement qui a voté. C'était le Congrès à Versailles, mais chacun comprend que quand le peuple a parlé, on ne peut pas faire voter les députés et les sénateurs une nouvelle fois. Est-ce que vous considérez l'Union européenne comme un système démocratique? Non, ce n'est pas un système démocratique, il faut bien le dire. La plupart de ces instances sont des instances qui ne sont pas élues. La Commission européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Oui, pourtant aujourd'hui, à la tête... La Banque centrale, c'est des technocrates. Aujourd'hui, à la tête de l'Union européenne, on a quand même des chefs d'État qui ont été élus démocratiquement dans leur pays. Alors, est-ce que ça ne suffit pas, finalement, pour faire Alors, de je l'Union fais européenne une exception pour le Conseil européen, qui, en effet, a une certaine légitimité, parce que c'est l'Assemblée des chefs de gouvernement ou des chefs d'État élus par leur peuple. Mais pour moi, c'est la seule instance vraiment démocratique, car comme l'a fait observer la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, le Parlement européen ne représente pas un peuple européen, puisqu'il n'y a pas de peuple européen. Il y a une trentaine de peuples, ils juxtaposent, ce sont l'expression des juristes allemands, ils juxtaposent la représentation de 30 peuples. Oui, mais pendant cette période de crise, les gens qu'on a pu voir en première ligne pour défendre l'Union européenne, ce sont uniquement les chefs d'État, élus démocratiquement dans leur pays. Oui, mais on a vu aussi des chefs de gouvernement pressés de démissionner par anticipation, comme M. Zapatero, qui a recueilli les applaudissements de tous les bien-pensants pour laisser la place à M. Rajoy, qui a beaucoup de problèmes. Lui aussi, je dirais que ça n'a pas changé la situation de l'Espagne. On a vu M. Berlusconi poussé de côté et remplacé par un technocrate européen, ancien commissaire à la concurrence, qui avait jadis réclamé la fermeture du site Alstom de Belfort, je m'en souviens, je sais qui il est, c'est aussi un ancien de Goldman Sachs, comme d'ailleurs M. Draghi.
le gouverneur de la Banque centrale européenne. En Grèce, on a mis l'ancien gouverneur de la Banque centrale grecque, qui était vice-gouverneur de la Banque centrale européenne, M. Papademos, hein, le papa du peuple, hein, en principe. Enfin, il paraît très impuissant à, je dirais, résoudre les problèmes de la Grèce. Donc voilà, c'est un processus assez antidémocratique. Je regarde aussi ce qui se passe vis-à-vis de la Hongrie. On nous dit que c'est des fascistes. Moyennant quoi, on veut réglementer à leur place l'âge de départ des juges à la retraite. Je ne sais pas si il n'y a pas là un précédent qui serait créé au nom de la vertueuse lutte antifasciste pour intervenir demain dans les affaires de la France ou d'autres pays. Je pense que la Commission européenne doit se borner à exécuter les traités et ne doit pas les surinterpréter. De la Hongrie, c'est très concrètement la volonté, l'idée que la Hongrie prend des mesures qui sont contraires au texte européen. Oui, et donc, si c'est le cas. Mais je demande à voir. Je ne sais pas si les textes européens réglementent l'âge de départ des juges à la retraite. Je ne le crois pas. Pour avoir été membre de ces conseils des ministres européens, justice, affaires intérieures, je ne pense pas que les compétences de l'Union européenne aillent jusque-là. Par contre, ce qui est grave dans le cas de la Hongrie, c'est qu'elle a défini un droit de la nationalité fondé sur le sang, la souche, ce qui lui permet de développer des revendications irrédentistes sur des minorités hongroises en Slovaquie ou en Roumanie. Et ça, c'est gros de germes de dissensions futures. Monsieur Chevènement, on va quitter la Hongrie et l'Union européenne pour la Syrie. C'est John à Mulhouse qui vous demande quelle doit être l'attitude de la France vis-à-vis de ce pays. Vous savez, je ne suis pas favorable à l'intervention militaire, ce qu'on appelle l'ingérence. Je pense que c'est au peuple, et le peuple syrien souffre beaucoup aujourd'hui, mais c'est au peuple de trouver la solution de leurs problèmes. Ça n'empêche pas que des moyens de pression puissent s'exercer pour obliger le gouvernement syrien à tenir compte de revendications. Oui, mais là, les moyens de pression, pour l'instant, ne fonctionnent pas. Alors, est-ce qu'une intervention militaire, ce ne serait pas plus approprié et plus efficace? Oui, mais à ce moment-là, vous entrez dans une chaîne de guerre sans fin. Vous savez, on n'a jamais vu les faibles s'ingérer dans les affaires des forts. Donc le droit d'ingérence, il est hypocrite, par définition. Parce que ça permet, par exemple aux États-Unis, d'envahir l'Irak. Hein, ça ne permet pas à l'Irak, bien évidemment, d'envahir les États-Unis. Alors, on fait comment, justement, pour la Syrie? Comment fait-on pour accroître ces moyens de pression, pour faire que Bachar el-Assad quitte le pouvoir? Écoutez, il y a des pays voisins qui ont plus de moyens de pression que la France, mais la France peut contribuer à un embargo financier, commercial. Je pense aussi que par les voies de la diplomatie, on peut agir par le canal de la Russie, qui est un allié de la Syrie, pour qu'on aille vers la satisfaction de certaines exigences démocratiques. Je ne dis pas que le problème syrien soit simple, car il y a en Syrie beaucoup de minorités qui sont des minorités alaouites, évidemment c'est le pouvoir, druzes, kurdes, chrétiennes. Il y a beaucoup de chrétiens en Syrie, il faut le savoir. Hein, et ces minorités craignent aussi ce que serait une majorité sunnite. Donc il faut tenir compte des différentes aspirations qui peuvent se faire jour dans la population syrienne. Vous, Monsieur Chevènement, en 2008, vous étiez favorable à l'invitation de Bachar el-Assad à Paris par Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous n'avez pas des regrets aujourd'hui? Je ne me souviens pas avoir pris quelque position que ce soit à ce moment-là. Dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, du lancement de l'Union pour la Méditerranée. Oui, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée que d'élargir, je dirais, à toute la Méditerranée un espace de coopération, parce qu'il faut que l'Europe ne soit pas simplement polarisée vers l'Est, mais qu'elle s'ouvre vers les problèmes des pays du Sud. Mais c'était une idée générale. Sans doute, il y a eu beaucoup de fautes d'exécution. Hein, il est vrai que vis-à-vis des pays du Sud, il faudrait distinguer 3 zones. Il y a le Maghreb étendu jusqu'à l'Égypte. Je pense que là, on peut créer une certaine stabilité. Il y avait autrefois la politique dite 5+5, à l'intérieur de laquelle on a pu faire des choses. Et je pourrais évoquer ce qui s'est fait avec l'Algérie dans les années 99-2000.
Il y a la zone du Golfe qui est très particulière, pétrole, Arabie Saoudite, etc., où les États-Unis, évidemment, sont très présents. Et puis il y a la zone autour d'Israël, les abords d'Israël, Liban, Syrie, c'est une troisième zone. Donc n'ayons pas une vue unifiée du monde méditerranéen. Il y a évidemment des problèmes très différents. Je ne parle pas du Yémen, qui fait partie en principe de la zone du Golfe, mais qui pose des problèmes spécifiques. Quand vous parlez d'Israël, on va passer à une autre question, à une autre situation extrêmement sensible. Et donc à une question qui a été extrêmement posée par les internautes, comme à chaque fois qu'on reçoit un candidat. C'est Karim de Lille qui vous la pose et vous demande quelle serait votre politique à propos du conflit israélo-palestinien. Écoutez, j'ai introduit dans le programme socialiste de 1972, dont j'avais été chargé par François Mitterrand, l'idée que le peuple palestinien avait droit à une patrie et donc à un État, à côté d'Israël, dont la sécurité doit être garantie. Ça, c'était il y a quand même presque 40 ans. Donc je suis vraiment profondément peiné, attristé par l'incapacité à trouver une solution à ce problème. Ça ressemble quand même à un vœu pieux. Comment concrètement faire pour y parvenir? Comment vous comptez convaincre Benyamin Netanyahou? Comment arrêter la colonisation d'Israël? Il faut le dire, la responsabilité des États-Unis est grande. Le président Obama a reculé de manière spectaculaire. Naturellement, sa tâche est difficile. Il a des élections en 2012. J'allais dire presque comme tout le monde, mais je lui fais encore confiance parce que je crois à son honnêteté à long terme. Il sait qu'on ne peut pas laisser puriller cet abcès au cœur du monde arabo-musulman. Il faut résoudre cette question. Il faut donner à la Palestine un État. Et il faudra régler le problème de la colonisation. C'est-à-dire il faudra que les colons israéliens en Cisjordanie disposent, je dirais, d'aide suffisante pour pouvoir être rapatriés dans de bonnes conditions. Vous parlez des États-Unis. En fait, la France n'a aucun rôle à jouer. La France n'a pas de moyens de pression. Disons que les États-Unis font les fins de mois d'Israël, lui accordent une aide militaire massive, je crois, avant même l'aide qu'ils accordent à l'Égypte, et jouent dans la région le rôle de stabilisateur stratégique. Ce n'est pas la France qui joue ce rôle. La France, elle agit par la diplomatie, elle agit sur des marges, au Liban par exemple, mais sur Israël, M. Sarkozy se flattait que c'était en étant très ami d'Israël qu'on pouvait le mieux le convaincre. Je ne vois pas que ça ait donné beaucoup de résultats. Alors, d'un mot, il y a une question vidéo de Gabriel. Je vais vous laisser la regarder. Si vous pouviez répondre d'un mot, c'est justement sur les États-Unis. Bon, bonjour Monsieur Chevènement. J'aimerais connaître votre position vis-à-vis des États-Unis, en particulier sur la personne de Monsieur Obama. Merci. Voilà, vous avez déjà répondu sur la question du conflit israélo-palestinien, mais peut-être sur le reste de sa politique. Alors, je pense que le président Obama est pris dans des réseaux de contraintes très dures, notamment un congrès où il n'a pas la majorité, en tout cas à la Chambre des représentants. Il y a une toute petite majorité au Sénat, mais il ne peut même plus faire ratifier le traité d'interdiction des essais nucléaires. Donc ses marges sont étroites et il faut absolument qu'il soit réélu. Je rappelle que Roosevelt a fait 4 mandats. Et si Roosevelt a pu sortir les États-Unis de la crise des années 30, à travers aussi la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'il a été renouvelé 4 fois à la tête des États-Unis. Alors aujourd'hui, je crois qu'un président des États-Unis ne peut être renouvelé qu'une fois, mais je pense que le président Obama devra faire preuve de plus de volontarisme dans son second mandat, ce que je souhaite, car je pense que c'est une personnalité extrêmement attachante, et en même temps, c'est un homme qui a été capable de désenliser les États-Unis des choix erronés qui avaient été faits par George W. Bush en Irak, et même en Afghanistan. Donc je pense que c'est un homme qui, sur le plan de la politique intérieure, a essayé de faire passer ses idées en ce qui concerne le système de santé. Il faudra aussi réduire, dans une certaine mesure, le budget militaire des États-Unis. Tout ça, ce sont de grands défis. Et puis réindustrialiser les États-Unis aussi, qui ont été victimes de cette mondialisation folle, qui aboutit au transfert d'une partie importante de leur appareil de production vers les pays à très bas coût. Donc voilà, la tâche du président Obama et de ses successeurs est immense. Mais ma sympathie va au président Obama. Jean-Pierre Chevènement, la dernière question de ce thème monde, qui est de Vincent du Cameroun. L'avenir économique de la France est-il en Afrique? Réponse oui.
Je pense que l'Afrique a des capacités de croissance qui ont été tout à fait sous-estimées. D'une certaine manière, le fait que la Chine et les États-Unis s'intéressent à l'Afrique, moi je ne le déplore pas. Je pense que l'Afrique avait besoin d'avoir autre chose qu'un tête-à-tête avec la France ou l'Europe. Mais en même temps, la France et l'Europe ne doivent pas se désintéresser de l'Afrique. Nous devons être très présents en Afrique. L'Afrique a une chance, c'est de voir s'envoler le cours des matières premières. Du fait des besoins de croissance de la Chine, de l'Inde, d'autres pays. Ça lui assure des recettes, il faut qu'elles soient bien employées. Et le problème principal de l'Afrique, c'est la construction d'États, si possible de droit, avec des fonctionnaires qui soient intègres, avec un appareil éducatif de qualité. Et je proposerai que la France consacre l'essentiel de ses efforts à la formation des enseignants en Afrique. Je pense que ça, ce serait une contribution au développement de l'Afrique. D'accord. Alors, le prochain thème, Monsieur Chevènement, ce sera le thème société. Avec une première série de questions concernant l'environnement et la santé. Et tout d'abord, cette question d'Éric Lénard de Brest. Il vous demande si vous comptez revenir sur ce qu'il considère comme des reculs enregistrés en matière de santé. Et il cite notamment les déremboursements des médicaments, le passage obligé devant le généraliste, le raccourcissement excessif des séjours à l'hôpital ou encore la tolérance envers les dépassements de certains spécialistes. Oui, il y a beaucoup à revoir dans le système de santé, en particulier ce système de double secteur, qui est peut-être inévitable jusqu'à un certain point, mais dont les excès sont visibles. Je pense qu'il faudrait former plus de médecins, on a une politique de numerus clausus excessive, donner des bourses de service public à certains médecins, originaires de milieux modestes, avec l'obligation pendant 10 ans de travailler dans des maisons de santé, dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, qui ne sont pas tout à fait des déserts, enfin, qui sont des déserts du point de vue du nombre de médecins. Et puis, il faudra revenir certainement sur le déremboursement de certains médicaments, mais aussi développer les médicaments génériques. Pour le reste, c'est vrai que le raccourcissement des durées d'hospitalisation est une tendance générale, je ne la conteste pas, jusqu'à un certain point, bien entendu, mais il faut aussi moderniser l'hôpital, c'est nécessaire. Mais la santé reste une priorité. Monsieur Chevènement, vous êtes un ardent défenseur du nucléaire. Après la catastrophe de Fukushima, n'est-ce pas de l'inconscience, vous demande Estelle de Garazi. Mais vous savez, il n'y a pas d'activité humaine qui ne comporte des risques. La catastrophe nucléaire de Fukushima a fait 2 morts. Le tsunami en a fait 30 000. Mais il y aura de nombreuses séquelles dans les années à venir. Alors, d'après ce que je sais, la décontamination des zones environnant Fukushima prendra peut-être une 20aine d'années, mais elle est entreprise par le gouvernement japonais. C'est un accident majeur, mais comparé avec l'industrie charbonnière, c'est entre 2000 et 3000 morts par an. L'industrie chimique, ce sont des centaines de morts. Il n'y a pas d'activité qui ne comporte des risques. Et vous devez aussi mettre en balance le fait que le nucléaire ne rejette pas de gaz à effet de serre, que c'est une énergie relativement bon marché, à peu près 45 $ le mégawatt-heure, contre 60 à 90 pour l'éolien, 150 à 250 aujourd'hui pour le photovoltaïque, 60 pour l'énergie en provenance du gaz. Le nucléaire est compétitif avec simplement l'électricité venant de la houille ou du lignite. Et c'est ce qu'ont fait les Allemands. Ils vont remettre en marche ou construire, par exemple, une dizaine de centrales électriques à base de charbon. Mais bonjour le CO2 quand même, parce que les techniques de capture du CO2 ne sont pas encore au point. Donc je propose simplement qu'on se cale sur les coûts de revient et sur le progrès technique. Moi, je n'exclus pas que le prix du photovoltaïque puisse diminuer à l'horizon de 20 ans. Beaucoup. Mais il faut passer ces 20 ans. Et les Français ne vont pas accepter de voir leur facture d'électricité augmenter de 30 ou 40%. J'ajoute que dans le nucléaire, des progrès sont possibles, en tout domaine, s'agissant du traitement des déchets, s'agissant même de la production de combustible. Les générateurs de 4e génération produiront le combustible qu'ils utiliseront. Donc il faut croire aussi au progrès technique. Donc la peur en fait, du nucléaire, c'est le triomphe de l'idéologie de la peur ou...
L'idéologie de la peur, c'est quelque chose qui s'est développé en Allemagne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le livre de Hans Jonas qui s'appelle le principe de responsabilité, ça a donné le principe de précaution, c'est ce que Hans Jonas appelle l'heuristique de la peur, c'est-à-dire la peur est toujours bonne conseillère, mais la tradition rationaliste française, héritée de Descartes, c'est que l'homme devait oser, il devait connaître, il devait faire confiance en sa raison. Alors, il doit faire confiance en sa raison jusqu'à un certain point, parce qu'effectivement, il y a des précautions à prendre. Mais le proverbe de nos grands-mères était très bien, 2 précautions valent mieux qu'une. Le principe de précaution n'a aucune valeur scientifique supplémentaire. Donc j'appelle à raison garder et à ne pas prendre peur à tout bout de champ. Alors, Monsieur Chevènement, nos vérificateurs, qui sont donc au-dessus de nous, comme je vous l'ai dit, reviennent vers nous. Ils nous précisent que vous avez dit tout à l'heure « Je ne me souviens pas avoir donné un avis sur la venue de Bachar al-Assad à Paris en 2008 ». Toutefois, ils nous disent qu'en juillet 2008, vous affirmiez dans un entretien au Journal du Dimanche « Je ne fais pas partie de ceux qui désapprouvent l'invitation à Paris de Bachar al-Assad. En politique, il faut savoir prendre des risques. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy a raison d'en prendre. » Oui, mais je pourrais redire la même chose si nous étions en 2008. Si on avait pu faire évoluer la Syrie d'une manière plus positive, ça aurait été judicieux. Et, oui, je pense qu'en politique, on avance souvent un peu à tâtons, on ne sait pas tout. Et le fait de faire un sommet de l'Union pour la Méditerranée n'était guère conciliable avec l'exclusion de la Syrie, qui est un grand pays, qui est une très vieille civilisation. Aucun regret. Hein? Non, non, parce que mon expression était tout à fait contrôlée. Alors, on va passer à la question suivante de Lucas de Lille. Il vous demande si le mariage a été... il vous rappelle que le mariage était ouvert aux homosexuels dans l'État de New York et dans d'autres pays européens comme la Belgique ou l'Espagne, et vous demande si la France ne serait pas en retard sur le sujet. Vous savez, en retard, en avance, il faut raisonner en fonction de principes. Hein. Un enfant, ça se fait avec un homme et une femme. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un enfant qui a 2 papas ou 2 mamans. C'est quand même assez compliqué. J'avais inventé quelque chose qui s'appelait le CUC, contrat d'union civile. J'avais déposé une proposition de loi avec Jean-Pierre Michel et Georges Sarr en 1992-93. Et finalement, ça a donné le PACS. Et le PACS résout tous les problèmes matériels, patrimoine, succession, etc. Mais il y a par exemple, quand on conclut un PACS, lorsqu'il y a un décès, le partenaire ne bénéficie pas de la pension de réversion. Eh bien alors, donnons la pension de réversion à ceux qui le souhaitent quand ils signent un PACS. Je pense que ça peut s'améliorer. Mais il y a au niveau de la société un principe qui est celui de l'intérêt général. Nous devons nous placer du point de vue des générations futures, du point de vue des enfants. Donc vous êtes opposé à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels? Ah ben non, je ne suis pas opposé à l'adoption, parce que l'adoption elle est possible par un célibataire. Hein. Donc je ne suis pas du tout opposé à l'adoption. Mais je ne vois pas ce qu'apporterait à un enfant le fait qu'il ait 2 papas et pas de maman. Vous pensez que c'est un recul par rapport à une hétéroparentalité? Je trouve ça un peu aberrant, mais pourtant, ça existe aujourd'hui en France. Oui, mais enfin, l'enfant doit savoir qui est son repas. Je pense que... et puis, il doit savoir qu'il a une maman ailleurs. Donc, je ne vois pas ce que ça apporte. Un de mes amis disait qu'il n'y a que les curés et les homosexuels qui demandent aujourd'hui à être mariés, puisque le mariage, vous le savez, connaît une certaine désaffection. Bon, ce problème ne me paraît pas un problème majeur, et je crains cette tendance de la gauche qui, au lieu de traiter les vrais problèmes, qui sont les problèmes sociaux, qui sont les problèmes quand même de sécurité, de l'emploi, du pouvoir d'achat, de l'avenir des enfants, de la sécurité au quotidien, de l'école, du logement, eh bien, au lieu de traiter ces problèmes-là, qui sont quand même des problèmes qui concernent tout le monde, on se focalise sur des problèmes sociétaux qui servent, je ne dirais pas d'amuse-bouche, mais d'amuse-électeur. Bon, mais en même temps, si vous voulez, ça ne me dérangerait pas outre mesure. Mais je pense quand même que du point de vue de l'éducation et du point de vue des normes sociales, il n'est peut-être pas mauvais de conserver l'idée qu'un enfant a un père et une mère. Parce que, vous savez, c'est très important pour
l'éducation. Nous avons une crise de l'éducation, une crise qui va au-delà de l'école, qui est presque une crise de transmission, une crise de civilisation. Donc s'il n'y a pas quelques repères qui sont maintenus, comment peut-on transmettre quelque chose de la civilisation qui est la nôtre? Vous avez parlé de la gauche de manière générale. Est-ce que vous trouvez que François Hollande, par exemple, se concentre trop sur ces problèmes sociaux que vous jugez visiblement mineurs? Non, pas les problèmes sociaux, sociétaux. Il y fait une certaine place. Moi, je le recentrerai sur les problèmes sociaux. Maintenant, une question vidéo de Bastien et Noé de Brive-la-Gaillarde. Monsieur le ministre, la campagne de 2012 est, vous le savez, très axée sur la jeunesse. Noé et moi désirons donc vous poser la question suivante. Pensez-vous pouvoir donner un nouveau souffle à la jeunesse française et répondre à ses attentes, cela malgré votre âge? Mon âge n'a rien à voir là-dedans. Si on devait faire des limites d'âge, fixer des limites d'âge, il n'y aurait eu dans l'histoire de la France ni Clémenceau ni De Gaulle. Hein, je vous fais observer. Ni Léon Blum d'ailleurs. Hein. Donc ce qui compte, c'est le projet. C'est ce que je vous propose. Or moi, je pense que vous n'avez aucun avenir si on ne remuscle pas l'industrie française, si on ne fait pas de notre pays un pays à l'avant-garde des technologies, à l'avant-garde du savoir, si on ne met pas le paquet sur l'école, sur le retard scolaire, l'échec scolaire, sur la prolongation des études jusqu'à un niveau de licence, pour la moitié d'une génération. Je pense que se préoccuper de votre avenir, c'est se préoccuper de ce que vous allez véritablement devenir. Alors justement, pour l'école, Johan vous interpelle et vous demande ce que vous comptez faire pour l'école. Eh bien, nous avons une école où on s'aperçoit que pratiquement 20 à 25% des enfants en cours préparatoire ne savent pas, ne parviennent pas à acquérir les éléments essentiels de la lecture, de l'écriture, du calcul. Et vous retrouvez en CM2 et en 6e la même proportion de 25%. Et vous la retrouvez encore à la fin du collège. C'est-à-dire que c'est les mêmes. Donc je propose de focaliser tous nos efforts sur le primaire et même sur la maternelle pour détecter précocement les handicaps en matière de vocabulaire, en matière de grammaire, hein, d'un certain nombre de jeunes qui, par exemple, dans leur famille, n'utilisent que 200 mots français, alors que d'autres en utilisent 2000, et de faire en sorte qu'il y ait des remises à niveau précoces qui soient faites pour réduire de 4 à 1 le nombre des jeunes qui seraient véritablement en échec. Vous avez fait un constat, possible. Vous avez annoncé un objectif, mais finalement pas de vraies mesures concrètes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si, bien entendu, une autre pédagogie plus directive, une autre formation des enseignants, beaucoup plus d'enseignants en primaire, il n'y en a pas assez, et une réforme de la maternelle pour qu'elle prépare mieux aux apprentissages de l'école élémentaire. Plus d'enseignants, ça voudrait dire combien exactement? Oh, je pense que je ne peux pas vous donner un chiffre comme ça. Et j'y consacrerai l'essentiel des créations de postes, ainsi que dans l'enseignement supérieur, parce que je crois que l'engagement que nous avions pris à Lisbonne de porter de 25 à 50% l'effectif d'une classe d'âge poursuivant jusqu'à un niveau licence n'a pas été tenu. Nous sommes stagnants, mais nous sommes stagnants pour des raisons intrinsèques au système éducatif français, c'est-à-dire que les bacheliers technologiques et professionnels ne vont pas dans le supérieur, sauf un petit peu dans les STS, les sections de techniciens supérieurs, et un tout petit peu dans les IUT qui reçoivent des bacheliers généraux. Nous avons la moitié de nos bacheliers qui sont des bacheliers généraux, mais ça représente, je dirais, 30% à peine d'une classe d'âge. Donc il faut changer les programmes au niveau des baccalauréats technologiques, faire qu'ils s'orientent vers les IUT, il faut changer aussi les IUT, les porter à Bac plus 3, et puis il faut avoir une vue à 20 ans de ce grand bond en avant de l'éducation qui permettra à la France de se maintenir dans le peloton de tête comme les pays de l'Europe nordique ou de l'Asie orientale, Corée, Japon, etc. Vous parlez des créations de postes dans l'éducation. On revient sur le thème de la santé un instant. Nos vérificateurs nous rappellent que Xavier Bertrand a annoncé en novembre 2011 le relèvement du numerus clausus concernant les médecins. Pour la rentrée 2012, on va passer de 7700 à 8000 médecins en études.
accueillis plutôt. Donc ça fait 300 médecins supplémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est insuffisant. Je pense qu'il faut faire plus. Je pense que, alors évidemment, il y a une considération de qualité au niveau du recrutement. Mais avec le système de bourse de service public que je propose, la jeunesse française constitue un vivier assez vaste pour qu'on puisse se trouver 1500 jeunes élèves médecins supplémentaires. C'est le chiffre que vous retenez, 1500 supplémentaires. 1500 par an, c'est pas mal, vous savez. D'accord. Et 1500 avec bourse de service public. Monsieur Chevènement, on va passer à une question sécurité de Guillaume. Le décalage entre la gesticulation médiatique de Sarkozy sur la sécurité et les moyens mis en œuvre ne vous semble-t-il pas scandaleux? Oui, vous savez, les postes qui ont été créés en 2002 ont disparu. Soit qu'ils aient été absorbés par la machine pour des raisons liées à diverses considérations sur lesquelles je passe, soit qu'ils aient été supprimés dans le cadre de la RGPP. Donc il n'y a pas eu d'augmentation d'effectifs. On accable les commissariats de police de statistiques chiffrées qu'ils doivent remplir chaque mois. Et on a détruit la police de proximité qui reposait pourtant sur un principe simple. Pour assurer la sécurité au quotidien dans les quartiers, il faut que la police connaisse la population et que la population connaisse la police. M. Sarkozy a caricaturé la police de proximité en disant que c'était jouer au foot avec les jeunes des quartiers. Et encore, si ça arrivait une fois, ça mettrait peut-être un peu de lien dans les rapports. Mais je pense qu'il faut revenir à cette police de proximité. D'ailleurs, même M. Sarkozy, il revient, il appelle ça unité de quartier, patrouilleur, etc. Il faut mettre un peu de bleu dans les quartiers et il faut faire travailler ensemble tous les acteurs de la sécurité. C'était l'objet de ma politique. Elle a été cassée par M. Sarkozy. Je lui en veux. D'accord, M. Chevènement. Nous avons fini avec les questions société et nous allons passer aux questions de l'AFP. On va vous demander de répondre brièvement si possible parce que nous sommes un petit peu en retard sur l'émission. Alors la première question AFP nous vient du bureau de Berlin. Elle est posée par Aurélia End. Je vous laisse la regarder. Monsieur Chevènement, la France est en pleine crise et ici en Allemagne, la croissance est à 3% l'an dernier, le taux de chômage est à 7%. Alors est-ce le modèle à suivre? La France doit-elle devenir plus allemande? L'Europe tout entière doit-elle devenir plus allemande? Je vais vous demander de répondre brièvement. Oui, malheureusement, le modèle allemand est intransposable. Tous les pays ne peuvent pas être excédentaires. Et on ne rattrape pas un siècle de sous-industrialisation pour un certain nombre de pays. Chaque pays a une situation propre. On ne peut pas copier l'Allemagne comme un modèle qu'il faudrait imiter en toute chose. C'est ce que fait M. Sarkozy, c'est ce qu'il nous propose. Mais cette politique est erronée. Il faut tenir compte des intérêts de chaque pays, des différences qui existent entre eux, et trouver des compromis dans un esprit européen. Merci. La seconde question vient de Jean-Hervé Deyé du bureau de la Havane à Cuba. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. À la Havane, votre surnom de Che sonne très familier. Je voulais vous demander ce que vous pensez de cette référence à Ernesto Che Guevara et ce que vous inspire la figure de ce leader de la révolution cubaine. Merci. Eh bien, je dirais que nous sommes des contemporains. Che Guevara voulait faire 100 000 Vietnam dans le monde entier. C'était sûrement un homme très inspiré et courageux par rapport à ses idées. Les miennes n'étaient pas vraiment les siennes. Moi, j'étais au Parti socialiste français, que je voulais transformer. J'y avais adhéré à un moment où il s'appelait encore la SFIO. Nous étions loin du modèle du guerriero d'Amérique latine. Mais je voulais changer le monde. Et à travers Changer la vie, le programme du Parti socialiste, le programme commun, l'Union de la gauche, l'alternance en 81, eh bien nous avons essayé. Je veux dire que je mène depuis une lutte à contre-courant contre le néolibéralisme qui est aujourd'hui en crise. Donc d'une certaine manière, ce qui s'est passé ne me donne pas tort et j'ai bien fait de survivre. Jean-Pierre Chevènement, nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Il reste tout de même une petite question. Nous allons faire un peu de politique fiction. Aujourd'hui, là, nous sommes au soir du 22 avril, au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Bon, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'entre-temps, vous avez eu vos 500 signatures et que vous avez pu vous présenter. La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'êtes pas au second tour, malheureusement. Mais nous allons quand même vous donner un rôle. Vous allez devoir choisir entre les deux candidats présents au deuxième tour de l'élection présidentielle pour qui vous appelleriez à voter. Alors, nous avons prévu 4 scénarios fictifs. Premier scénario, le deuxième tour oppose François Hollande à Nicolas Sarkozy. Alors, pour qui appelez-vous à voter ? Mais écoutez, je suis un rassembleur, je suis indépendant,
Mais je suis un homme de gauche, personne ne peut me le contester. Donc la réponse va de soi. Très bien. Deuxième scénario, Nicolas Sarkozy fait face à François Bayrou. J'attendrai d'en savoir un peu plus sur ce que propose François Bayrou, qui a ma sympathie, car c'est un homme courageux, qui a montré, alors qu'il était tout seul, qu'il savait garder un cap. Ça, c'est quand même quelque chose que j'apprécie. Vous n'appellerez jamais à voter Nicolas Sarkozy? Il y a un autre cas de figure que vous n'avez pas encore évoqué et qui pourrait m'y conduire. S'il faisait face à Marine Le Pen? Par exemple. Très bien. Troisième cas de figure, François Bayrou, cette fois-ci, fait face justement à Marine Le Pen. Je crois que j'apporterai ma voix à François Bayrou sans barquigner. Très bien. Et dernière possibilité, cette fois-ci, François Hollande fait face à Jean-Luc Mélenchon, qui a réussi une campagne magnifique. Ça me paraît peu crédible. Mais si Jean-Luc Mélenchon a réussi à rassembler plus du quart de l'électorat, c'est qu'il a vraiment changé le fond de son argumentation, qu'il a abandonné un certain nombre de propos qui sont peut-être utiles dans une campagne, mais légèrement démagogiques. Et donc vous appelez à voter pour lui? Hein? Et je demande à réfléchir. Je vous laisse le temps de la réflexion. Donc nous atteignons la fin de l'émission. Les vérificateurs là-haut nous disent qu'ils vous ont peu interrompu parce que la plupart des chiffres ou des données que vous aviez données étaient exactes. Voilà, ils tenaient à le souligner. Nous vous remercions pour avoir bien voulu répondre à nos questions. La prochaine émission Élection 2012 sera dans 2 semaines et elle accueillera justement Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche. Très bien. Vous lui faites mes amitiés républicaines. Nous les transmettrons. Merci. Au revoir.